Emma par Jane Austen. Emma Woodhouse, belle, intelligente, riche, dotée d'un heureux caractère et pourvue d'une très confortable demeure, semblait jouir des dons les plus précieux de l'existence. Elle avait passé près de 21 ans sur cette terre et n'avait encore connu que bien peu de peines ou de contrariétés. Fille cadette du père le plus attentionné et le plus indulgent du monde, elle s'était vue confier très tôt, du fait du mariage de sa sœur, le rôle de maîtresse de maison. Sa mère était morte depuis trop longtemps pour qu'Emma conservât de ses caresses plus qu'un souvenir vague. C'est une excellente gouvernante qui avait pris auprès des enfants la place de Mrs. Woodhouse, ne tardant guère à leur manifester une tendresse quasi maternelle. Miss Taylor était restée 16 ans dans la maison de M. Woodhouse, moins en qualité de gouvernante que d'amie. Elle aimait tendrement les deux filles, mais chérissait tout particulièrement Emma. Entre elles s'était instaurée l'intimité de deux sœurs. Avant même qu'elle eût cessé de porter le titre de gouvernante, la douceur de son caractère n'avait en effet guère laissé à Miss Taylor le loisir d'imposer à l'enfant la moindre contrainte. Et toute ombre d'autorité s'était rapidement évanouie. Les deux femmes en étaient arrivées à vivre ensemble comme deux amies, tendrement attachées l'une à l'autre. Emma faisait absolument ce qu'elle voulait. Elle estimait certes beaucoup le jugement de Miss Taylor, mais ne se laissait vraiment guider que par le sien propre. En fait, les seuls écailles que représenta la situation d'Emma résidaient dans cette liberté excessive et dans la propension de la jeune fille à se voir sous un jour un peu trop flatteur. C'était là ce qui menaçait de ternir son bonheur, mais pour l'heure, on ne pouvait parler de véritables problèmes, tant Emma était inconsciente du danger qu'elle courait. Elle connut le chagrin, un doux chagrin, mais ce ne fut point sous la forme d'une douloureuse prise de conscience, non. Miss Taylor se maria, et c'est en la perdant qu'Emma éprouva sa première peine. C'est le jour du mariage de son amie bien-aimée que, pour la première fois, elle fut durablement assaillie de sombres pensées. Lorsque la cérémonie fut achevée et que les invités furent partis, Emma et son père demeurèrent seuls pour le dîner, sans la perspective d'un tiers pour égayer cette longue soirée. Comme d'habitude, après le dîner, son père s'installa pour faire un somme, et la jeune fille n'eut dès lors comme ressource que de rester assise à songer à tout ce qu'elle avait perdu. Ce mariage promettait à Miss Taylor tout le bonheur possible. Mr. Weston était un homme irréprochable. Il était assez fortuné, point trop âgé et tout à fait charmant. Emma éprouvait une certaine satisfaction à songer qu'en amie altruiste et généreuse, elle avait toujours souhaité et encouragé cette union, mais il n'en demeurait pas moins vrai qu'elle en pâtirait grandement. Miss Taylor lui manquerait à chaque heure, de chaque jour, et la jeune fille se remémorait sa bonté. Une bonté, une tendresse qui n'avait jamais failli durant ces années. Elle se rappelait tout ce qu'elle avait appris d'elle depuis l'âge de 5 ans, tous leurs jeux aussi. Elle pensait aux efforts qu'avait fait son amie pour l'amuser et pour se faire aimer d'elle quand tout allait bien, à son dévouement lors des diverses maladies de l'enfance. Emma lui devait pour cela beaucoup de gratitude, mais un souvenir lui était encore plus cher et plus doux, celui des 7 dernières années passées quand, après le mariage d'Isabella et demeurées en tête-à-tête, elles avaient instauré des rapports d'égalité et de confiance absolue. Miss Taylor avait été une amie comme on en rencontre peu, intelligente, cultivée, serviable, douce, parfaitement instruite des habitudes de la famille, pleine d'intérêt pour tout ce qui concernait les Woodhouse et, plus particulièrement, Emma, ses plaisirs, ses projets. Une amie à qui la jeune fille pouvait dire sans hésiter tout ce qui lui passait par la tête et qui avait pour elle
une tendresse qui l'empêchait de jamais la juger. Comment Emma supporterait-elle le changement? Mrs. Weston, il est vrai, n'abriterait qu'à une demi-lieue de là, mais la jeune fille était consciente de la grande différence qu'il y aurait nécessairement entre une Mrs. Weston ne demeurant qu'à une demi-lieue des Woodhouse et une Miss Taylor vivant sous leur toit. Voilà que, malgré tous ses avantages personnels et sa situation, la jeune fille courait maintenant le risque de souffrir de solitude intellectuelle. Elle aimait tendrement son père, mais il ne pouvait être pour elle une compagnie, car il était incapable de la suivre dans une conversation, qu'elle fût sérieuse ou amusante. Le problème que posait leur différence d'âge, et M. Woodhouse ne s'était pas marié jeune, était encore accru par la mauvaise santé et les habitudes du vieux monsieur. Valétudinaire de toute sa vie, il n'avait jamais exercé son esprit ou son corps, et il était encore plus âgé par son mode de vie que par son âge même. En outre, bien que chacun l'aimât pour sa bonté et son amabilité, il n'avait jamais brillé par l'esprit. Emma ne pouvait pas voir sa sœur tous les jours, bien que le mariage n'eût que relativement éloigné celle-ci de la maison paternelle, puisqu'elle habitait Londres à 11 miles à peine. Il faudrait surtout surmonter l'ennui de tous les soirs d'octobre et de novembre, avant que Noël n'amenât à Hartfield Isabella, son mari et leurs enfants, pour embellir la maison et procurer de nouveau à Emma une société agréable. Highbury, le grand et populeux village, presque une ville, dont Hartfield dépendait en fait malgré ses communaux, ses bois et son nom, n'abritait point de gens du même rang que Miss Woodhouse. Les Woodhouse étaient les personnages les plus importants des environs. Tout le monde les respectait. Emma avait de nombreuses relations au village, car son père se montrait toujours très poli envers chacun. Mais il n'y avait personne qui pût remplacer Miss Taylor, ne fût-ce qu'une demi-journée. C'était un bien triste changement, et la jeune fille ne put s'empêcher de soupirer et d'exhaler des souhaits irréalisables jusqu'au moment où, son père se réveillant, elle fut obligée de manifester une certaine gaieté. Mr. Woodhouse avait besoin de réconfort. C'était un homme nerveux, facilement déprimé. Il aimait tous ceux auxquels il était habitué et détestait devoir se séparer d'eux. Il avait en horreur toute espèce de changement. Hostile au mariage en tant que source de bouleversement, il ne s'était toujours pas résigné à celui de sa fille aînée, et ne parlait de cette dernière qu'avec une grande compassion, bien qu'elle eût fait un mariage d'amour. Voilà qu'à présent il lui fallait aussi se séparer de Miss Taylor. Ses habitudes d'égoïsme aimable et son incapacité de concevoir qu'on pût penser autrement que lui l'incitaient à croire qu'en se mariant, Miss Taylor avait commis une action funeste pour elle autant que pour ses amis, et qu'elle aurait été beaucoup plus heureuse si elle s'était fixée à Hartfield pour le restant de ses jours. Emma souriait et bavardait aussi joyeusement que possible pour faire oublier à son père ses tristes pensées, mais lorsqu'on apporta le thé, Mr. Woodhouse ne put s'empêcher de répéter ce qu'il avait déjà dit au cours du dîner. Pauvre Miss Taylor, j'aimerais tant qu'elle fût encore parmi nous. Quel malheur que Mr. Weston soit allé songer à elle. Je ne suis pas d'accord avec vous, papa. Vous savez que je ne puis partager votre avis. Mr. Weston est un homme si gentil, si charmant, si bon, qu'il mérite bien d'avoir une bonne épouse. Et puis, vous n'auriez pas voulu que Miss Taylor passât toute sa vie avec nous, à supporter mes excentricités quand elle avait la possibilité de posséder une maison bien à elle. Une maison bien à elle. Que gagne-t-elle à posséder une maison bien à elle? La nôtre est 3 fois plus large. Et puis, vous ne commettez jamais d'excentricité, ma chérie. Nous irons très souvent leur rendre visite, et ils viendront aussi. Nous nous verrons constamment. Il nous appartient de faire le premier pas, et il ne faudra pas tarder à nous rendre chez eux pour leur présenter nos félicitations. Mais ma chérie, comment voulez-vous que j'aille là-bas? Randall, c'est tellement loin. Jamais je n'aurai la force d'y aller à pied. Certes non, et personne, papa, ne songe à vous y faire aller à pied. Nous prendrons bien évidemment la voiture. La voiture? Mais James sera extrêmement mécontent d'être obligé d'atteler pour si peu. Et que fera-t-on de ces pauvres bêtes pendant notre visite? On les mettra dans l'écurie de Mr. Weston, papa. Vous savez bien que nous avons déjà réglé tous ces détails. Nous en avons parlé avec Mr. Weston l'autre soir. Quant à James, soyez certain qu'il sera toujours ravi d'aller à Randalls, puisque sa fille y est femme de chambre.
Je me demande même s'il consentira désormais à nous conduire ailleurs. C'est votre œuvre, papa, c'est vous qui avez trouvé cette très bonne place à Anna. Personne ne songeait à elle et c'est vous qui en avez parlé. James vous en est tellement obligé. Je suis ravie d'avoir pensé à cet enfant, et c'est une chance que je l'ai fait, car je n'aurais pour rien au monde voulu que James allât s'imaginer qu'on le méprisait. Je suis certain, de plus, que sa fille fera une servante parfaite. C'est une jeune fille polie et très bien élevée. J'ai beaucoup d'estime pour elle. Chaque fois que je la rencontre, elle me fait une révérence et me demande gracieusement des nouvelles de ma santé. Et j'ai remarqué, quand vous l'aviez fait venir ici pour je ne sais quels travaux d'aiguille, qu'elle ne faisait jamais claquer les portes et en tournait toujours très doucement les poignets. Je suis certain qu'elle fera une servante parfaite. Ce sera pour la pauvre Miss Taylor un grand réconfort que d'avoir auprès d'elle quelqu'un qu'elle avait l'habitude de voir ici. Elle aura de nos nouvelles chaque fois que James ira voir sa fille et il pourra, lui, nous dire comment tout le monde se porte à Randalls. Emma fit tout son possible pour entretenir cet heureux courant d'idées, espérant en outre que, grâce au tric-trac, elle parviendrait à faire passer à son père une soirée à peu près supportable et ne serait pas assaillie d'autres regrets que les siens propres. On venait juste d'installer la table de jeu lorsqu'un visiteur arriva, rendant inutiles tous ses préparatifs. Mr. Knightley, homme de grand bon sens qui avait 37 ou 38 ans, n'était pas simplement un très ancien et très intime ami des Woodhouse. Il leur était également apparenté en tant que frère aîné du mari d'Isabella. Il habitait à un mile environ de Highbury et rendait fréquemment visite à ses amis de Hartfield qui le recevaient toujours avec plaisir. On l'accueillit ce soir-là avec encore plus de joie que d'ordinaire car il arrivait juste de Londres où il était allé voir leurs parents communs. Après quelques jours d'absence, il était rentré chez lui assez tard, avait dîné, puis s'en était allé chez les Woodhouse à pied afin de leur annoncer que tout le monde se portait bien à Brunswick Square. Cette visite créait une heureuse diversion et Mr. Woodhouse en fut tout égayé pendant un bon moment. Mr. Knightley avait des façons enjouées qui réconfortaient toujours le vieil homme. Il répondit de manière tout à fait satisfaisante aux nombreuses questions qu'on lui posait sur la pauvre Isabella et ses enfants. Et lorsque cet interrogatoire fut terminé, Mr. Woodhouse fit remarquer avec beaucoup de reconnaissance « C'est très aimable à vous, Mr. Knightley, d'être sorti à une heure pareille pour nous rendre visite. Je crains que cette marche dans la nuit ne vous ait paru bien désagréable. » « Nullement, monsieur. La nuit est très belle et le clair de lune splendide. Il fait si doux que je vais m'écarter un peu de ce grand feu. Mais vous avez dû souffrir de la boue et de l'humidité. J'espère que vous n'en aurez pas pris froid. » « L'humidité, monsieur. Regardez mes chaussures. Elles n'ont pas une tache de boue. » « Eh bien, c'est extraordinaire, car nous avons eu beaucoup de pluie ici. Il a plu affreusement pendant une demi-heure au petit déjeuner. Je voulais même qu'on remît le mariage à plus tard. À propos, je ne vous ai pas encore félicité. Je me rends très bien compte du genre de satisfaction que vous devez éprouver, et je ne me suis donc pas hâtée de vous présenter mes félicitations. J'espère quand même que tout s'est bien passé. Comment vous êtes-vous tous comportés? Qui a versé le plus de larmes? Ah, cette pauvre Miss Taylor, c'est vraiment une triste affaire. Dites plutôt pauvre Mr. Woodhouse et pauvre Emma, s'il vous plaît. Je ne saurais parler de la pauvre Miss Taylor. J'ai beaucoup d'estime pour vous et pour votre fille, mais lorsqu'on en vient à la question de la dépendance, de toute manière, il est certainement préférable d'avoir une seule personne à contenter plutôt que deux. Surtout lorsque l'une d'entre elles est un être aussi capricieux et aussi exigeant, dit Emma sur un ton de plaisanterie. C'est là votre pensée, je le sais, et c'est ce que vous auriez dit si mon père n'avait pas été présent. Je crains fort que ce ne soit vrai, ma chère, dit Mr. Woodhouse en soupirant. J'ai bien peur de me montrer parfois capricieux et très exigeant. Mon très cher papa, vous ne pensez tout de même pas que je parlais de vous. Vous ne croyez pas que Mr. Knightley songeait à vous. Quelle horrible idée. Non, non, je parlais seulement de moi. Mr. Knightley, vous le savez, aime à me faire des reproches pour me taquiner. Tout cela n'est qu'une plaisanterie. Nous nous disons toujours ce qui nous passe par la tête. En fait, Mr. Knightley était l'une des rares personnes capables de déceler des défauts chez Emma, et le seul à lui en parler jamais. Cela n'était pas spécialement du goût d'Emma, mais elle savait que son père en serait encore plus attristé qu'elle, et ne voulait pas qu'il pût soupçonner que tout le monde ne jugeait pas sa fille parfaite.
Emma sait très bien que je ne la flatte jamais, dit Mr. Knightley, mais en l'occurrence, je ne songeais à blâmer personne. Miss Taylor est habituée à s'occuper de 2 personnes et n'en aura désormais plus qu'une seule à satisfaire. Il y a donc toutes les chances pour qu'elle y gagne. Bon, dit Emma, désireuse de couper court. Vous vouliez avoir des nouvelles du mariage, et je serais ravie de vous donner tous les détails. Nous avons tous été parfaits. Tout le monde était à l'heure, tout le monde était élégant. On n'a pas versé une larme, et c'est à peine si on a pu voir quelques visages tristes. Non, nous savions tous que nous ne serions séparés que d'un demi-mile, et nous avions tous la certitude de nous voir chaque jour. Notre chère Emma a tant de force d'âme, dit Mr. Woodhouse, mais en réalité, Mr. Knightley, elle est absolument navrée de perdre cette pauvre Miss Taylor, et je suis certain que celle-ci lui manquera encore plus qu'elle ne le croit. Emma détourna la tête, partagée entre les larmes et l'envie de sourire. Il est impossible qu'une telle amie ne manque pas à Emma, dit Mr. Knightley, et nous n'aimerions pas votre fille comme nous le faisons, monsieur, si nous pouvions supposer une chose pareille. Elle n'ignore pas, cependant, tout ce que ce mariage apporte à Miss Taylor. Elle sait combien il doit être agréable, à l'âge de son amie, de s'établir dans une maison bien à soi, et combien on peut apprécier d'être assuré de revenus très confortables. Emma ne peut donc se permettre d'éprouver plus de chagrin que de satisfaction. Tous les amis de Miss Taylor ne peuvent que se réjouir de lui voir faire un aussi beau mariage. Vous oubliez que j'ai une autre raison d'être satisfaite, dit Emma, et qu'elle a son importance. Ce mariage est mon œuvre. Oui, j'ai fait ce mariage il y a 4 ans, et le voir maintenant conclu. Tenir la preuve que j'avais raison, alors que tant de gens disaient que Mr. Weston ne se remarierait jamais, suffirait à me consoler de tout. Mr. Knightley hocha la tête, et Mr. Woodhouse, pour sa part, répondit tendrement « Ah, ma chère enfant, j'aimerais que vous ne fissiez pas tous ces mariages et toutes ces prédictions. Ce que vous prévoyez finit toujours par arriver. Je vous en prie, ne vous occupez plus de mariage. » « Je vous promets de ne point m'en occuper pour moi-même, papa. Mais il faut bien que je pense aux autres. C'est vraiment le jeu le plus drôle du monde. Et puis après un tel succès, vous savez, tout le monde disait que Mr. Weston ne se remarierait jamais. Oh, mon cher, Mr. Weston qui était veuf et qui paraissait si bien se passer d'une épouse, qui était tellement pris par ses affaires à Londres ou ses amis chez lui, qui toujours et partout était le bienvenu, qui avait toujours l'air si joyeux. Mr. Weston qui pouvait, s'il le désirait, ne pas passer une seule soirée solitaire d'une année entière. Non, oh non, Mr. Weston ne se serait certainement jamais remarié. Certains parlaient même d'une promesse qu'il aurait faite à sa femme sur son lit de mort. D'autres prétendaient que son fils et Mr. Churchill s'opposaient à un remariage. On racontait très gravement toutes sortes d'absurdités, mais moi je n'en avais jamais cru un mot. J'ai pris ma décision le jour, il y a 4 ans environ, où nous l'avons rencontré, Miss Taylor et moi, dans Broadway Lane. Comme il commençait à bruiner, il s'est en effet précipité très galamment chez Farmer pour nous acheter des parapluies, et dès cet instant, j'ai projeté ce mariage. Quand un aussi beau succès m'est accordé, mon cher papa, vous ne voudriez tout de même pas que je cesse de m'occuper de mariage. Je ne comprends pas ce que vous entendez par succès, dit Mr. Knightley. Un succès implique des efforts, et si depuis 4 ans vous avez employé vos talents à fomenter cette union, vous avez trouvé là une jolie façon de passer votre temps. Charmante occupation pour l'esprit d'une demoiselle. Mais j'imagine plutôt que lorsque vous vous vantez d'être l'artisan de ce mariage, vous voulez dire simplement que vous l'avez souhaité, qu'un jour d'oisiveté vous vous êtes dit « Je crois qu'il serait très bon pour Miss Taylor comme Mr. Weston l'épousa ». Et vous y avez repensé de temps à autre par la suite. Dans ce cas, je ne vois pas pourquoi vous parlez de succès. Où est donc votre mérite? De quoi êtes-vous fier? Vous avez eu de la chance dans vos prédictions, et c'est là tout ce qu'on peut dire. N'avez-vous donc jamais éprouvé le sentiment de plaisir et de triomphe que donne la certitude d'avoir vu juste? En ce cas, je vous plains, je vous croyais plus intelligent, car soyez certain qu'une prédiction exacte ne repose jamais seulement sur la chance, mais témoigne toujours d'un certain talent. Quant à ce pauvre terme de succès que vous me contestez, je ne suis pas aussi sûre que vous de n'avoir pas le droit de le revendiquer. Vous avez brossé 2 charmants tableaux, mais je crois qu'on peut en imaginer un 3e, un moyen terme entre tout faire et ne rien faire.
Si je n'avais pas favorisé les visites de Mr. Weston à Hartfield, si je ne lui avais pas donné 1000 petits encouragements, si je n'avais pas aplani 1000 petites difficultés, il ne serait peut-être rien passé au bout du compte. Je crois que vous connaissez assez bien Hartfield pour comprendre cela. Je pense que l'on peut sans crainte laisser un homme aussi franc et ouvert que Mr. Weston et une femme aussi raisonnable et naturelle que Miss Taylor régler eux-mêmes leurs affaires. En intervenant, vous vous êtes certainement fait plus de mal à vous-même que vous ne leur avez fait de bien. Emma ne songe jamais à elle lorsque le bonheur d'autrui est en jeu, déclara Mr. Woodhouse, qui ne comprenait qu'à demi. Mais ma chère, je vous en prie, ne vous occupez plus de mariage. Ce sont des histoires stupides qui ne font jamais que briser tristement le cercle de famille. Encore un papa, un seul, pour Mr. Elton. Pauvre Mr. Elton. Vous aimez bien Mr. Elton, papa. Il faut absolument que je lui trouve une épouse. À Highbury, il n'y a pas une jeune fille qui soit digne de lui. Il est ici depuis plus d'1 an et il a si confortablement installé sa maison qu'il serait vraiment honteux qu'il y vécût seul plus longtemps. D'ailleurs, aujourd'hui, lorsque Miss Taylor et Mr. Weston ont uni leurs destinées, j'ai trouvé qu'il avait l'air fort désireux de bénéficier du même genre d'aide qu'eux. J'estime beaucoup Mr. Elton, et la seule manière dont je pourrais lui rendre service serait de lui trouver une épouse. Mr. Elton est certes un jeune homme très bien, oui, tout à fait charmant, et j'ai beaucoup de considération pour lui, mais si vous voulez lui témoigner des égards, ma chère enfant, priez-le plutôt de venir dîner avec nous un de ces jours, ce sera nettement préférable. J'espère que Mr. Knightley aura l'amabilité de se joindre à nous. Avec grand plaisir, monsieur, quand vous voudrez, dit Mr. Knightley en riant. Et je suis tout à fait d'accord avec vous pour trouver cette solution nettement préférable. Invitez-le à dîner, Emma, et faites-lui servir les meilleures volailles et les poissons les plus exquis, mais de grâce, laissez-le choisir tout seul son épouse. Soyez assuré qu'un homme de 26 ou 27 ans est assez grand pour prendre soin de lui-même.